Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Nathalie, diffusé en direct lundi 22 août 2016. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous aurons tout à l'heure, dans la seconde partie de ce libre journal, notre traditionnel rendez-vous politique de la réinformation. Mais dans la première partie, nous nous interrogeons sur un sujet plus précis et plus large à la fois, les chrétiens et la politique, et plus précisément encore, les catholiques dans la vie politique française d'aujourd'hui. Et pour parler des catholiques dans la vie politique française, j'ai invité un Belge. Alain Escada, qui est président de l'association devenue parti politique Civitas, Kiwitas, comme on dit en prononciation restituée. Et Michel Leblay, qui maintenant est un habitué du rendez-vous politique de la réinformation, nouveau patron d'émission à Radio Courtoisie. N'est-il pas paradoxal qu'un mouvement politique français soit présidé par un Belge ? Moi, je vous répète que ça ne me gêne pas, mais ça peut gêner d'autres personnes. J'entends bien. Alors, je vais vous répondre tout simplement. En 1968, vous avez eu un juif allemand qui a entamé un processus de révolution en France, Daniel Cohn-Bendit, et dont on a vu ensuite toute l'influence que ce mouvement a entraîné en Europe et hors des frontières du continent européen. Eh bien, je pense qu'il n'y a rien de paradoxal à ce qu'en 2016, vous voyez un Belge catholique tenter de mettre en place un processus inverse de retour à la promotion d'un catholicisme en politique et dans le monde social, et à travers cela, à la restauration d'un véritable ordre dans le pays. Ce qui est un beau programme. Vous devriez corriger votre notice Wikipédia, qui est particulièrement hostile. Ah ben figurez-vous que cette fiche Wikipédia, on a beau essayer de la corriger, je pense qu'à un certain moment, mes équipes tentaient de la corriger 5 fois par jour, et dans les 20 minutes qui suivaient, au grand maximum, elle revenait systématiquement à sa conception rédigée par des adversaires virulents d'extrême gauche. Vous n'êtes pas sans savoir que à Wikipédia, il y a un système d'antériorité des rédacteurs. C'est-à-dire que les rédacteurs qui sont les premiers à s'être inscrits à Wikipédia et ceux qui sont les plus importants contributeurs, c'est-à-dire ceux qui ont rédigé beaucoup de fiches, ont une priorité sur les autres, un ascendant sur les autres. Ce qui fait que, en réalité, si on observe le fonctionnement initial de Wikipédia, très rapidement, toute une série de militants d'extrême gauche s'y sont engouffrés pour en être parmi les premiers rédacteurs. Et aujourd'hui, ils disposent donc d'un pouvoir de censure très important. Et alors là, je vous signale que cette notice Wikipédia rédigée par des gens de l'extrême gauche vous qualifie à peu près 20 fois d'extrême droite. Le syntagme extrême droite figure 20 fois. Êtes-vous d'extrême droite? Bon, encore une fois, ça ne me gêne pas que vous soyez belge, mais ça ne me gênerait pas que vous soyez d'extrême droite. D'ailleurs, à mon avis, vous l'êtes un peu, puisque vous n'êtes pas démocrate, vous n'êtes pas libéral, vous n'êtes pas républicain. Mais pour moi, l'extrême droite fait partie de la droite la plus sympathique qui soit, et elle va dans le bon sens, qui est celui de la patrie de la civilisation occidentale et chrétienne. Alors, en réalité, je ne me définis absolument pas comme d'extrême droite. Je n'en suis pas non plus choqué de retrouver ce qualificatif. Je veux dire qu'il m'indiffère. Ça fait partie des éternels qualificatifs qui visent à disqualifier un adversaire dans le débat politique. On sait bien pourquoi il est utilisé par les forces d'extrême gauche ou par les forces de l'anti-France, en l'occurrence. Donc, je me qualifie comme un catholique politique qui défend l'identité civilisationnelle européenne, et en l'occurrence française. Je considère que... Européenne ou occidentale? Parler d'identité européenne, c'est parler comme les néo-païens de la nouvelle droite, je vous signale. Du Grèce. Alors, je connais l'Occident, mais pour moi, l'Europe n'est pas une civilisation. Alors, pour moi, l'Europe helléno-chrétienne, eh bien, alors oui, elle est initialement l'Occident, mais je n'utilise que peu le terme Occident parce qu'il a, me semble-t-il, été galvaudé, manipulé
au point que l'opinion publique, me semble-t-il, ne lui donne pas nécessairement la définition que vous lui donnez. Et j'essaye autant que possible d'être pédagogue et de parler avec le langage que comprend aujourd'hui le français moyen et non pas avec son sens originel. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait confusion sur le terme d'Occident. Ah ben je pense qu'aujourd'hui... l'Occident est une civilisation... Mais j'y adhère, je suis d'accord avec vous sur le principe que c'est l'Occident qui est initialement une civilisation. Je me réfère volontiers à cela, mais simplement aujourd'hui, beaucoup considèrent l'Occident comme indirectement l'euro-atlantisme, confondent des notions, et donc je voudrais je ne parle pas de politique, je parle de civilisation. Et je vais m'intéresser aux origines de Civitas. Alors, je vais parler, je n'ai pas fait d'étude particulière sur la question, mais j'ai quelques informations ou souvenirs. Alors, je rappelle aux auditeurs qui n'auraient jamais fait de latin de leur vie que Civitas, ou Civitas en langage restitué, prétendument restitué, c'est la cité. C'est la cité en latin. Et que ce mouvement, pour moi, est en fait issu... d'une scission de l'ancienne cité catholique, fondée par Jean Housset dans les années 1950, dont la version officielle s'appelle aujourd'hui Ictus, après avoir changé plusieurs fois de nom. Me trompais-je ? Ou je ne sais pas si Ictus est l'héritier officiel plus que ne l'est... Du point de vue juridique, si. Du point de vue juridique. Du point de vue juridique, c'est la même association. Oui, du point de vue juridique. Du point de vue de l'esprit, on peut toujours discuter. Voilà. Mais du point de vue juridique, c'est sûr que c'est elle qui a gardé le titre depuis l'origine. Nous sommes d'accord. Alors, donc, à l'origine, il y avait un certain Jean Housset qui a écrit notamment Pour qu'il règne. C'est le seul livre de Jean Housset que j'ai lu, que je trouve très critiquable, mais c'est évidemment quelqu'un qui était d'abord de grand talent, qui a une énorme influence, et qui était un homme de bien. Hein. On peut toujours critiquer ses idées et ses positions politiques, mais il y a des gens qui sont des hommes de bien et puis des gens qui sont des hommes du mal. Voilà, et on peut lui reconnaître tout au moins d'avoir œuvré au bien commun. C'est sûr. Alors là, vraiment, c'était un homme admirable à cet égard. Et à ma connaissance, il y a donc une scission ou une dispersion, disons, des militants dans ce mouvement après le Concile Vatican II et après la réforme liturgique. Concile Vatican II, je vous rappelle, chers auditeurs, pour ceux qui ne vont pas beaucoup à l'Église, c'est le 21e Concile œcuménique. Il y en a donc eu 20 avant, et notamment le Concile Vatican I. En 1970, Vatican II, c'est 1965. Je parle de la dernière année. Et 4 ans après, le pape Paul VI a fait une réforme liturgique. Il a jeté aux orties l'ancien rite liturgique, la messe de Saint-Pie V, avant que Benoît XVI plus récemment le ressuscite en quelque sorte, en tout cas le remette à l'honneur dans l'église officielle. Et à la place, il a institué une nouvelle messe qu'on appelle la messe de Paul VI, et qui était très critiquable aux yeux de beaucoup de catholiques, dont je pense vous faites partie. En effet. Et cela, mais c'était avant même que vous fussiez vivant, avant votre naissance. Certainement. Donc les militants de la cité catholique de Jean Housset se sont divisés entre ceux qui considéraient que le pape avait toujours raison, et donc il fallait suivre la réforme liturgique, et c'est le mouvement actuel Ictus, et ceux qui considéraient que, comme disait Maurras, non possumus, ne pourront pas accepter cela, et qui ont donc voulu conserver le rite, notamment autour d'un homme admirable. À mon avis, il sera un jour canonisé. Je touche du bois. Enfin, si j'ose ainsi toucher du bois, ce qui est un péché de superstition. Je parle évidemment de Monseigneur Marcel Lefebvre, que j'ai enfant croisé. J'ai eu la chance de croiser à Dakar, quand il était archevêque de Dakar, en 1961 ou 62. Et donc, Monseigneur Marcel Lefebvre a résisté. Il a créé la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, au début d'ailleurs avec la bénédiction de l'évêque de Sion, je crois. Absolument. En Suisse. Oui. Et ensuite, évidemment, avec la dissidence que vous savez, jusqu'aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la fraternité sans en faire partie. Enfin, je ne suis pas prêtre, évidemment, sans être un dévot de la fraternité. Mais j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour ce que fait la fraternité Saint-Pédis, qui est représentée, je vous le signale, à Radio Courtoisie, par un abbé bonne et due forme, si j'ose dire, qui est l'abbé à la Lance, qui a le libre journal des traditions, ce qui est un joli mot.
Le jeudi à 18h, toutes les 4 semaines. Semaine B comme vous. C'est le même jour que vous d'ailleurs. Oui, semaine B. Un peu avant vous, c'est 21h30, puis c'est 18h. D'accord. Et donc la fraternité Saint-Pie X, donc comme son nom l'indique, est un mouvement d'église, plus ou moins bien avec le Vatican, mais un mouvement d'église dirigé par des prêtres et organisé par des prêtres ou des religieux ou des religieuses. Une société sacerdotale. Voilà, le terme propre, c'est société sacerdotale. Et à côté, j'ai envie de dire, dans sa dépendance, il y a un mouvement de laïcs qui s'appelle Civitas. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que Civitas est sous les ordres de la fraternité? Non, donc il n'y a aucun lien organique entre Civitas et la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Simplement, nous avons choisi, depuis la naissance de Civitas en 1999, de confier à des prêtres de la fraternité Saint-Pie X les aumôneries de Civitas. Mais au-delà de cela, il n'y a aucun lien qui nous rattache d'une façon structurelle ou statutaire ou organique à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Et puis, il va de soi qu'à partir du moment où Civitas choisit la voie du terrain politique, nous ne pouvons nous adresser seulement aux fidèles de la fraternité Saint-Pie X, ça va sans dire. Nous avons un message qui s'adresse à tous les Français de bonne volonté qui reconnaissent la nécessité de restaurer une France catholique. Cher Alain Escada, expliquez-nous maintenant pourquoi vous avez transformé votre mouvement, qui a donc été créé en 1899, en parti politique. En 1999. En 1999, oui. 1899, c'était Léon XIII. Non, 1899, pourquoi en avez-vous fait un parti politique? Alors, nous l'avons transformé statutairement en groupement politique. Le terme attendez, je vais être très méchant, oui. Non pas très méchant, mais très taquin. Oui. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons fiscales? Ah, voilà, vous me posez la bonne question. Alors, attendez, j'explique un peu pourquoi je pose cette question permis, parce que il faut savoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que on peut obtenir la déduction fiscale à hauteur quand même de 66% de ce qu'on verse, que ce soit un don ou une cotisation à une association, si elle est d'intérêt général, mais à condition qu'elle ne soit pas politique. Si elle est politique, pour qu'il y ait déduction, il faut qu'elle soit transformée en groupement politique. Groupement politique, enfin disons parti politique au sens large, quoi. Tout à fait. Bon. Alors, est-ce que c'est uniquement pour des raisons purement fiscales que vous avez transformé votre mouvement en parti politique? Eh bien non, aux grandes dames de nos adversaires. Est-ce que je peux dire que votre nez a un peu bougé quand vous avez dit ça, non? Mais c'est-à-dire que j'ai évidemment pris un grand plaisir, je dois le dire, à voir la hargne que cela a suscité chez nos adversaires. Il n'y a pas de hargne de ma part, j'espère que... pas de la vôtre, mais vous n'êtes pas le premier à poser cette question, et les premiers qui ont agité cette accusation, eh bien, ce sont les milieux de la franc-maçonnerie. C'est une accusation dans le sens où cela voudrait dire que nous n'avons pas de réelle intention de mener une action politique, mais que notre seule question, c'est pas une accusation. Moi, ça ne serait pas pécamineux à mes yeux. De votre part, non, mais la part de la franc-maçonnerie, c'est une accusation, parce que partant de cette affirmation, il réclame au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de revenir sur l'agrément accordé à l'association de financement de Civitas Parti Politique. C'est impossible, juridiquement, il ne peut pas. C'est impossible, c'est ce qu'a répondu Bernard Cazeneuve à l'Assemblée nationale, mais s'il a répondu cela à l'Assemblée nationale, c'est bien parce que la franc-maçonnerie a obtenu qu'un député, en l'occurrence monsieur Falorni, qui est membre du Grand Orient de France, Olivier Falorni, qui est membre du Grand Orient de France, pose la question à Bernard Cazeneuve et réclame donc que Civitas perde cet agrément. Il faut ajouter que malgré la réponse de Bernard Cazeneuve, qui fait tout simplement référence à la loi et qui se garantit ainsi de simplement respecter la législation française, eh bien, il y a une nouvelle pétition qui a été lancée contre Civitas, réclamant que celui
celui-ci ne puisse se présenter aux élections. Et cette pétition a été lancée par un membre du Grand Orient de France, avec le soutien de la LICRA et de SOS Homophobie. Donc, autant vous dire que je considère que cette pétition vient confirmer que nous sommes dans le bon. Ah, ça je peux vous dire, chers auditeurs, au Grand Orient de France, on peut trouver des gens qui sont bien, peut-être en cherchant un peu, mais à la LICRA, personne. La LICRA, c'est vraiment l'horreur. La LICRA est une association communautariste à caractère raciste qui défend en fait le racisme juif, hein, et qui est communautariste, donc, et qui est anti-française. Et si vous êtes dans le communautaire de la LICRA, je peux vous le dire, c'est à mon avis que vous êtes quelqu'un de bien. Ben écoutez, je vous remercie, je le prends effectivement. Je dois dire que à partir du moment où j'ai vu ce soutien de la LICRA à cette pétition, je l'ai pris comme une belle décoration. Ah oui, ça, chers auditeurs, si la LICRA vous combat, vous dénonce, celle que je surnomme la LICRACRA d'ailleurs. Et heureusement que ça n'est plus la LICA, vous vous rendez compte sinon ce que je dirais. Parce qu'à l'origine, c'était la Ligue contre l'antisémitisme. En effet. Donc, ce mouvement détestable, communautariste, anti-français, s'il vous attaque, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Enfin, en tout cas, c'est une présomption favorable, disons. Bon, donc en fait, vous m'expliquez que ça n'est pas... Vous expliquez aux auditeurs de Radio Courtoisie à l'Escada que si le mouvement Civitas s'est transformé en parti politique, ça n'est pas seulement pour des raisons fiscales, ni même d'abord pour des raisons fiscales, c'est parce que vous avez l'intention de vous engager pleinement dans la vie politique, ce que vous faisiez déjà d'ailleurs du reste. Moi, je me rappelle avoir participé à une manifestation contre le mouvement, contre le mariage homosexuel. Oui. Mais cette fois-ci, nous allons véritablement prendre notre place sur l'échiquier politique, y compris donc en jouant notre rôle à chaque échéance électorale. Ah bon, c'est-à-dire que nous allons tout faire pour faire entendre notre voix et pour présenter ou soutenir des candidats. Nous entendons bien, en fait, je vous explique. Si nous sommes arrivés à cette situation de transformer statutairement Civitas en groupement politique et donc communément appelé parti politique, c'est tout simplement parce que nous considérons qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, les catholiques sont des orphelins en politique. Parce que plus aucune formation politique ne les représente réellement. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de raison que ceux-ci soient considérés comme des citoyens de seconde zone. Parce que nous voyons aussi que les partis considérés comme d'opposition nationale et en lesquels des catholiques ont longtemps placé leurs espoirs semblent aujourd'hui considérer que les catholiques ne valent plus grand respect et que ils sont tellement des suiveurs que de toute façon, même si on les malmène, même si on les trahit, ils continueront à voter pour ces mêmes partis. Eh bien, donc, nous arrivons sur cet échiquier politique en disant, ça suffit. Je vais encore vous taquiner. Et là, c'est un peu plus qu'une taquinerie, parce que... Bien sûr, allez-y. Est-ce que vous allez, en 2017, comme en 2012, soutenir Nicolas Sarkozy à la présidentielle? Alors, d'abord, je précise qu'en 2012, nous n'avons pas soutenu Nicolas Sarkozy. Monsieur Escada. Vous ne trouverez Monsieur nulle le président part... Escada. Je regrette, ça c'est une interprétation de votre part. Nous avons fait une campagne contre François Hollande, une campagne vraiment d'arrache-pied contre François Hollande, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y avait pas que Nicolas Sarkozy qui s'opposait. Au second tour, il y avait un duel entre Hollande et Sarkozy. Cette campagne contre François Hollande, nous l'avons entamée dès le démarrage de la campagne du premier tour. Donc nous n'avons jamais soutenu Nicolas Sarkozy. Pas ouvertement, insidieusement. Je regrette, c'est une interprétation de votre part. Oui. Nous n'avons aucune estime pour un candidat qui prône le métissage et le cosmopolitisme. C'est très clair. C'est très clair. C'est important. Alain Escada a dit, nous n'avons aucune quoi? Aucune estime. Aucune estime pour un candidat, pour le candidat Sarkozy, soyons précis. Absolument. Qui prône le métissage et le cosmopolitisme. Voilà, ça, il faut l'inscrire en lettres d'or, hein. Eh bien, vous étiez déjà très haut dans mon estime, mais alors là, vous percez le plafond, Alain Escada, hein. Mais donc, il va de soi qu'en 2017, eh bien, nous ne le soutiendrons pas plus et encore moins si c'est pour éviter qu'il y ait de votre part une interprétation erronée de mes propos. Mais en 2017 se posera évidemment la question de savoir
ce que nous ferons, qui nous soutiendront. C'est pourquoi nous participons dès la rentrée à la campagne électorale présidentielle et nous allons développer nos thèses, expliquer quel est notre programme, quelles sont nos revendications, développer dans tous les points de la vie politique et sociale française des mesures concrètes que nous voudrions voir être défendues, voir quelle va être la réaction dans les mouvements politiques qui annoncent se présenter en 2017, qui annoncent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et nous en tirons les conclusions. Nous verrons si il se trouve quelqu'un qui défend plus ou moins nos positions ou qui tout au moins accepte de les écouter avec une oreille attentive et pas simplement calculatrice. Et nous verrons si, dans le cas où nous aurions face à nous un désert et un mépris, il conviendrait que nous présentions quelqu'un. Pourquoi devrait-il y avoir un parti catholique dans la vie politique ? Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc la théocratie n'est pas catholique. Ah, mais vraiment je ne prône pas la le pape Léon théocratie. XIII, avec tout le respect que je dois à ce pape, l'État n'a pas à être subordonné à l'Église dans le domaine temporel, dans le domaine moral peut-être, même sûrement, pour un catholique en tout cas. Mais pas si évidemment le pays redevient catholique. Mais dans le domaine politique, dans le domaine économique par exemple, je ne suis pas sûr que les clercs soient extrêmement savants. Est-ce que vous pensez que le pape François Ier soit le mieux qualifié pour diriger l'économie de la France? Alors, vous n'êtes pas non plus le faire dans la plaie, là, vous n'êtes pas non plus sans savoir que je n'ai pas une grande estime pour le pape François, que je considère. C'est quand même lui le pape. Certes, mais je n'ai pas beaucoup d'estime pour ce pape que je considère être un collaborateur du nouvel ordre mondial. Donc, ce n'est certainement pas en lui que je vois le porteur de la doctrine catholique. Cela va sans dire. Je ne suis pas non plus le pape. Écoutez, François Hollande est le président de la République, le pape François est le pape. Ça ne veut pas dire que François Hollande est mon président, ça ne veut pas dire que le pape François est le pape auquel je souscris. Ouais. Oui, mais ça veut dire que vous estimez, contrairement à ce qui est la tradition des catholiques traditionnalistes justement, que vous prenez du champ vis-à-vis de la position officielle du Vatican, représentée par le pape. Mais il va de soi que moi je me réfère aux 2000 ans d'histoire de l'Église. Je ne me réfère pas à une Église qui débuterait avec le Concile Vatican II. Le pape François, dans le message qu'il promeut, donne l'impression que l'Église catholique a démarré son existence en 1962. Début du Concile Vatican II. Voilà. Moi, en l'occurrence, je me réfère à tous les papes antérieurs au Concile Vatican II. À la doctrine que l'Église... Même au pape Pie XI qui a condamné l'action française, qui a abandonné les Christéros... Mais je ne dis pas que tous ces papes n'ont pas commis des erreurs... Qui aujourd'hui peut affirmer que jamais dans aucun domaine un pape n'a commis d'erreur. Vous savez, l'infaillibilité ne concerne pas l'ensemble des travaux pontificaux. Je ne prône pas une théocratie. Je n'appelle pas à ce que des cardinaux, des évêques ou des prêtres soient ministres. J'entends simplement défendre l'idée que la politique de la France soit conforme à la doctrine catholique. J'entends par là expliquer aux Français, catholiques ou non d'ailleurs, que si la France redevenait catholique, si le catholicisme redevenait religion d'État en France, et si la politique française était conduite avec le souci de correspondre à la doctrine catholique, eh bien cela correspondrait
à la mise en place d'un équilibre, d'un ordre, d'un bien commun qui satisferait non seulement les catholiques, mais bien au-delà, tous ceux qui, tout simplement, recherchent un ordre aujourd'hui disparu. Je pense que des protestants, des juifs, des musulmans, des athées, des agnostiques pourraient en réalité, avec un peu d'objectivité, admettre qu'une France catholique vaut bien mieux qu'une république maçonnique. Si je vois des différences, mais pas des différences essentielles entre ce que pourra dire politiquement Alain Escada pour la France d'aujourd'hui et ce que moi-même je pourrais, en tant que citoyen, en tant que militant politique, dire. Il y a quand même un vrai problème politique qui aujourd'hui est complètement en effet théorique et même utopique, puisque la France reste catholique dans son identité, chrétienne dans son identité. Mais en pratique, le christianisme est marginalisé en pratique. Un pays où on tue 200 000 enfants dans le ventre de leur mère chaque année est un pays monstrueux. Enfin, on accepte des actes monstrueux qui sont absolument contraires à la doctrine catholique. Un pays où l'on décide deux hommes peuvent se marier ou deux femmes peuvent se marier, mariage homosexuel, est un pays qui a renié toute son identité, ses traditions et qui renie la religion chrétienne. Bien. Et je pense en particulier à Saint-Louis. Je ne crois pas que vous ayez cité Saint-Louis tout à l'heure. C'est un bon exemple, parce que Saint-Louis, Louis IX, roi de France, XIIIe siècle, mort aux croisades, était un saint. C'était un saint. C'est un modèle. C'est un modèle de chef politique. Or, il n'était pas théocrate, ultramontain, il était gallican. C'est-à-dire qu'il respectait complètement l'Église, il se soumettait complètement à l'Église dans le domaine spirituel, dans le domaine moral, mais dès qu'il s'agissait de politique, il était le roi et il n'obéissait pas au pape. Et donc il y a bien deux doctrines. Je peux me permettre de vous interrompre. Il ne se soumettait pas au pape, mais l'ensemble de son action politique était fidèle à la doctrine catholique. Et c'est précisément ce que nous voulons défendre sur l'échiquier politique français. Ah, mais je ne suis absolument pas opposé à la subsidiarité, loin de là, et je considère absolument être en désaccord. Je suis pour la subsidiarité, moi aussi, mais... et je suis évidemment aussi, je vous le répète, contre la théocratie. Je ne veux pas d'évêques, de cardinaux, de prêtres, ministres. Je veux que des hommes politiques, des laïcs défendent dans la vie politique les principes catholiques. Un auditeur. Félicitations pour Monsieur Escada, qui a dit et écrit à plusieurs reprises qu'il était fier de faire un bout de chemin avec l'islam. Et il paraît que ce monsieur est catholique. Je n'ai jamais écrit cela. Je n'ai jamais écrit cela. Vous avez le droit de répondre. Alors là, c'est quand même méchant. Je suis stupéfait de ce genre de lecture tronquée. Je n'ai jamais ni écrit ni déclaré cela. Il m'est arrivé d'expliquer qu'il me semblait que des musulmans qui vivent en ce moment en France avaient le droit de faire ce qu'il faut pour protéger leurs enfants de la théorie du genre. Je pense quand même qu'il y a une grande nuance entre ce propos tronqué cité par ce lecteur et ce que je viens de dire. Avez-vous dit oui ou non que vous étiez d'accord pour faire un bout de chemin avec l'islam ? Absolument pas. Absolument pas. Nous ne sommes pas... je suis totalement hostile au syncrétisme religieux. Je suis totalement opposé à ce que l'on confonde. Quand vous dites c'est Civitas, c'est le mouvement que vous présidez. Absolument. Et par ailleurs, il va de soi que ce que je prône, ce que Civitas prône, c'est une France catholique. Ce n'est pas une France multiconfessionnelle. Ce n'est pas une alliance islamo-catholique. C'est la France catholique. Mais par ailleurs, je constate que il existe des musulmans, il existe des protestants, il existe des athées qui
considèrent qu'effectivement cette France catholique finalement elle est bien plus profitable à leur bien commun que ne l'est la République maçonnique. Mais en l'occurrence, donc je rappelle, il s'est trouvé des circonstances particulières, c'est-à-dire le combat contre la théorie du genre, pour amener Civitas à travailler localement avec des parents qui étaient musulmans, et nous les encouragions en effet à défier l'école laïque et républicaine lorsque celle-ci voulait imposer à ses parents et à leurs enfants une éducation de la théorie du genre que nous considérions comme être l'incarnation de la perversité à l'école. Alors, et c'est un problème de stratégie politique justement, puisque vous présidez à l'Escada un mouvement politique qui s'appelle Civitas. Il y a un mouvement islamiste, musulman, très habile, très actif, qui s'appelle l'UOIF en France, Union des organisations islamiques de France, qui n'est autre que la branche française de l'association des frères musulmans, mouvement créé en Égypte, et considéré aujourd'hui en Égypte comme un mouvement terroriste. Bien. Ce mouvement de l'UOIF, qui n'est pas considéré en France comme terroriste, bien qu'il soit la branche des frères musulmans, qui au contraire a toutes ses entrées dans les ministères et à l'Élysée, a une stratégie d'islamisation de la France. Et dans cette stratégie, on l'a bien vu lors du mariage pour tous, il s'agit de créer des convergences pour désarmer les catholiques de différentes tendances vis-à-vis de cette islamisation, pour leur dire, mais finalement, c'est le langage suivant, cette France maçonnique, athée, agnostique, ce n'est pas la nôtre, elle va contre les principes de l'islam autant que contre les principes du christianisme, et donc nous devons, nous les croyants, que nous soyons chrétiens ou musulmans, nous avons le même Dieu, donc nous devons... ce n'est pas ce que je pense, chers auditeurs, attention, hein, je me fais l'avocat du diable. Nous les croyants, nous devons faire un front commun contre le mal essentiel, qui est l'athéisme, la franc-maçonnerie, voilà, bon, le matérialisme. Alors, est-ce que vous êtes partisan d'une alliance en France, hic et nunc, entre musulmans et chrétiens contre le matérialisme? Je ne suis pas partisan d'une alliance islamo-catholique contre le matérialisme, mais je ne vois pas de problème à ce que des musulmans tirent dans la même direction que moi. En l'occurrence, je ne vois pas de souci à ce que des gens qui n'ont pas la même croyance n'en conspuent pas moins le matérialisme, la maçonnerie, le mondialisme, et il en va de même pour des bouddhistes, des athées, des protestants, des orthodoxes qui feraient le même constat que cette république maçonnique est perverse. Donc vous pensez qu'il peut y avoir, que l'adversaire principal c'est le matérialisme, donc il peut y avoir un islam de France? Ah, ça, non, je ne pense pas qu'il peut y avoir un islam de France. Je pense simplement qu'il peut y avoir, dans une situation intermédiaire avant la mise en place d'une France catholique, une situation qui amène des gens qui partagent des croyances, qui partagent une critique de la maçonnerie, du matérialisme et du mondialisme à, sans s'associer, tirer dans la même direction. Donc vous êtes d'accord, cet auditeur n'avait pas complètement tort à l'Escada. Je comprends que vous êtes d'accord pour une alliance entre l'islam et le christianisme. Sans alliance et sans association. Mais écoutez, ça ressemble quand même. Mais non, je pense qu'en fait. J'ai vraiment essayé de comprendre ce que vous disiez. Oui, mais je pense qu'un catholique peut très bien concevoir qu'un plus un font deux, que le musulman peut également le concevoir, que le bouddhiste peut le concevoir, et que si la République a envie d'expliquer qu'un plus un font trois, eh bien le musulman qui considère qu'un plus un font deux, le catholique qui considère qu'un plus un font deux, et le bouddhiste qui considère qu'un plus un font deux, peuvent parallèlement, sans s'associer, désigner simplement la République en pointant du doigt qu'elle est mensongère. Donc vous vous sentez plus proche d'un membre militant de l'UOIF que d'un membre du Grand Orient de France?
d'un membre de l'UOIF. Je vous mets sur le grill, hein. D'un membre de l'UOIF, non, parce que les membres de l'UOIF sont vraisemblablement rattachés aux frères musulmans, oui, pour lequel il n'y a évidemment pas la moindre convergence possible de quelque manière que ce soit. Simplement, par contre, je considère qu'effectivement, un simple parent musulman qui veut protéger ses enfants de la perversion à l'école a plus de choses en commun avec un catholique qu'un membre de la franc-maçonnerie qui veut chasser Dieu de la société et inviter les enfants à être dès le plus jeune âge éduqués dans la banalisation de la perversité et du vice. Mais vous n'avez pas songé à une chose, cher Alain Scada, c'est que les enfants de ce franc-maçon seront peut-être des Français de souche qui pourront retrouver le chemin de l'Église, retrouver la religion, alors que vous avez plus de difficultés à convertir à la tradition française et à la religion catholique des enfants nés dans une communauté musulmane qui vit en vase clos et coupée du reste de la population française. Donc vous voyez les choses à court terme. Alors, d'abord, dans le court terme, donc vous allez dire comme Keynes que dans le long terme nous sommes tous morts. Dans le court terme, le franc-maçon donc est nuisible et c'est un constat évident pour tous. Le mondialisme est nuisible et c'est évident pour tous. Les forces du mondialisme sont celles qui organisent l'immigration-invasion et il faut aussi le souligner. Et donc, si nous voulons remonter aux sources des problèmes, il s'agit de désigner le véritable causeur de cette situation, c'est ceux qui ont organisé un nouvel ordre mondial dans une démarche cosmopolite. Alors je suis tout à fait d'accord, sauf que je pense que la franc-maçonnerie n'est qu'une des composantes. N'est qu'un exécutant. Il y a une oligarchie cosmopolite en France qui est elle-même l'émanation de la superclasse mondiale. Absolument, mais là, la situation actuelle, je suis tout à fait d'accord. A été bien décrite d'ailleurs par le célèbre professeur Samuel Huntington, plus connu pour un livre à mon avis moins bon qui s'appelle Le choc des civilisations, et dans un livre qui s'appelle Qui sommes-nous, il a parlé de la superclasse mondiale, il a donné ce nom à cette nouvelle réalité, la superclasse mondiale, qui est une classe sociale, mais mondiale, tout à fait, qui veut effacer non seulement les frontières physiques entre les peuples, les livrer non seulement au libre-échangisme sur le plan commercial, mais sur le plan financier, mais à l'immigrationnisme, mais qui veut aussi, dans le même élan, faire disparaître les frontières morales qui sont les traditions, qui sont les valeurs morales. Les frontières spirituelles, devrais-je dire plus largement. Civitas souhaite évidemment à la rentrée entamer des discussions, des pourparlers avec différents mouvements qui veulent œuvrer au bien commun de la France afin de voir quelles convergences sont possibles. Et il va de soi que Karl Lang et le Parti de la France font bien sûr partie des gens que nous allons rencontrer. Alors, que répondez-vous à cet auditeur qui nous dit que puisque Monseigneur Lefebvre a consacré des évêques, il s'est mis en dehors de l'Église, donc il ne peut pas être canonisé jamais? Je réponds que c'est une bêtise, que Monseigneur Lefebvre... Non, c'est pas que il a quand même été excommunié. Oui, Monseigneur Lefebvre a été excommunié. Alors la question c'est, est-ce que cette excommunication est valide? Elle a été retirée. Elle a été en tout cas retirée. Donc il y a d'abord la question de la validité. Vous pourrez entendre des théologiens qui considèrent que de facto elle n'était pas valide. De toute façon, elle a été retirée. Et donc Monseigneur Lefebvre est un grand homme d'église. Elle a été retirée après sa mort, mais ça s'applique, on peut dire, rétroactivement à l'événement lui-même. En attendant, je suis persuadé que c'est déjà un saint et qu'il y a lieu de le prier pour le salut de l'Église et le salut de la France. Écoutez, je me suis un peu avancé en disant qu'il serait un jour canonisé, évidemment, j'en sais strictement rien, mais en tout cas, si ce n'est pas un saint, c'est un héros.
C'est déjà une grande qualité, car il a fait preuve d'un courage indomptable. Et ça, on doit dire, courage, d'une fidélité dans la foi. Je vous dis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, si on aime la France et qu'on comprend ce qu'a fait Sarkozy contre la France, on ne pourra jamais voter pour lui dans aucune circonstance. Alors évidemment, si vous imaginez un second tour où il serait opposé à un candidat trotskiste, on peut se poser la question évidemment. Mais enfin, c'est une hypothèse complètement irréaliste. Je vous rappelle simplement, ne l'oubliez jamais, que avant d'être président de la République pendant 5 ans, de 2012 à 2017, de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, président de l'UMP pendant 5 ans, à quelques mois près, entre 2002 et 2007. Pendant 10 ans, il a eu la maîtrise de la politique de l'immigration de facto ou des jurés, et il a fait entrer légalement plus de 200 000 immigrés par an. C'est-à-dire que sans parler des immigrés illégaux, Sarkozy, c'est 2 millions d'immigrés en plus, en 10 ans. Vous vous rendez compte ? 2 millions. Et puis il y a ce fameux discours que l'on peut facilement retrouver sur Internet, au cours duquel Nicolas Sarkozy annonce que le métissage est obligatoire et si les Français n'y souscrivent pas, il faudra l'imposer. C'est le discours de l'école polytechnique, c'est décembre, il était président de la République, décembre 2008, non ? Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais c'est plutôt au début de son quinquennat. Je crois que c'est décembre 2008, c'était l'école polytechnique et je regrette de ne pas avoir été encore élève à l'époque. Enfin, je suis un peu plus vieux, un peu trop vieux, mais j'aurais crié, moi. J'aurais dit c'est scandaleux. Tant pis, risque de me faire exclure de l'école si on. Mais c'est honteux. Enfin, il a tenu des propos invraisemblables, que vous avez raison de rappeler. Quel est l'objectif ? Ça va faire parler. Et l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Mais deux religions sont forcément incompatibles. Il n'y a que le Concile Vatican II qui pense le contraire. Mais naturellement, on ne peut pas imaginer que nous prions le même Dieu, on ne peut pas non plus imaginer qu'il y ait plusieurs vérités. Ah, vous pensez que les musulmans prient le même Dieu que les chrétiens ? Non, justement, on ne peut pas imaginer. Les professeurs... Marie-Thérèse et Dominique Urvois, qui sont les plus grands islamologues français existants, vivants, soutiennent que ce n'est pas le même Dieu. Mais je considère effectivement que ce n'est pas le même Dieu. J'ai bien dit, on ne peut pas croire qu'il s'agit du même Dieu. Bon, de toute façon, il y a une grande différence, c'est que les chrétiens croient en un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quand même le mystère et le dogme de la Sainte Trinité crée une légère différence, c'est un euphémisme, entre les juifs talmudiques, les musulmans et les chrétiens. Je rappelle aussi que les musulmans considèrent que le Christ n'est pas mort sur la croix et que donc il n'y a pas de rédemption. Évidemment. Non, c'est une religion extrêmement différente de la nôtre, de celle des chrétiens. J'aurais une question à ajouter. Michel Lablais. Puisque les élections présidentielles de 2017 sont par nature des élections politiques, quels seraient vos points de convergence avec une formation politique, avec un candidat donc à ces élections présidentielles, par rapport donc à votre vision finalement de la société ? Ce que certains appelaient les principes non négociables, je crois. Eh bien, donc... Le 15 septembre, nous organiserons une conférence de presse à Paris, au cours de laquelle nous présenterons les premiers grands points de notre programme.
Cela permettra d'entamer le processus de discussion, de pourparlers avec les différents candidats à l'élection présidentielle et avec les différentes formations politiques. D'autant qu'évidemment, il y a les élections présidentielles, mais il y a aussi les élections législatives qui approchent. Donc nous n'allons pas ici dévoiler notre programme, nous n'allons pas dévoiler les points essentiels de cette négociation, mais il va de soi que d'emblée des éléments apparaissent naturellement. Nous sommes foncièrement patriotes, attachés à une politique pro-vie, pro-famille. Nous voulons dénoncer le grand remplacement. Cela signifie que nous considérons qu'il y a bien un grand remplacement. Ça, c'est difficile de le nier, hein. Et je rappelle qu'une candidate de l'opposition nationale le nie. En l'occurrence, Marine Le Pen. Elle considère qu'il n'y a pas de grand remplacement. Il faut lui acheter de meilleures lunettes, alors. Effectivement, je pense qu'il suffit de se rendre dans une station de métro pour bien constater que le grand remplacement est en cours. Je vous donne une anecdote sur le sujet, mais hier soir, dimanche 21 août 2016, je rentrais de Bretagne où j'avais été voir ma famille, et j'arrive à la gare des Chantiers à Versailles. Je dis à Versailles. Franchement, je me suis demandé si j'étais à Versailles ou à Bamako, hein. Non, mais franchement. Alors moi, je n'ai rien contre les Maliens, hein. Ce sont des gens fort sympathiques. Mais il n'y avait que des Congoïdes autour de moi. Qui plus est... Franchement. Alors j'exagère un petit peu. Il y avait en cherchant bien, on trouvait quelques caucasoïdes. Mais enfin, c'était vraiment une minorité, hein. Qui plus est, il y a quelques jours... Vous vous rendez compte, 22 heures Versailles, gare des Chantiers, 21 août 2016. On se croit à Bamako ? Vous ne m'étonnez pas. Et il n'y a pas de grand remplacement ? Non, mais faut plaisante. Voilà. Je n'étais pas à Aubervilliers, j'étais dans l'ouest de Paris, à Versailles. Ajoutons qu'il y a quelques jours, des documents ont été rendus publics concernant les financements par monsieur Georges Soros, grand financier cosmopolite s'il en est. C'est l'un des membres éminents de la superclasse mondiale. Et donc, il est apparu, grâce à ces documents rendus publics, que M. Soros finançait toute une série d'organisations immigrationnistes et que donc, il participe bien à la mise en place d'un grand remplacement. Le nier, c'est s'empêcher de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. En ce qui concerne de notre côté, du côté de Civitas, Marine Le Pen, nous attendrons les résultats des pourparlers pour déclarer plus avant quelle sera notre position. Avec elle. Oui. Il n'y en aura pas. Eh bien, s'il n'y en a pas, nous envisagerons. Est-ce que je n'ose pas vous dire, à Escada, ce que le funeste Philippot pense de vous. Je pense que l'opinion qu'il a de vous ne doit pas être tellement meilleure que celle qu'il a de moi. C'est-à-dire... Attendez, voilà. Hein, je l'imagine parfaitement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de points communs, honnêtement. Hein. Absolument. Je doute qu'il y en ait... Non, je ne vois d'ailleurs pas lesquels existent entre Philippot et Civitas. Mais justement, il y a lieu à ce moment-là de rappeler à la France et aux Français que si Marine Le Pen devait persévérer dans la conduite du Front National vers le projet politique de Florian Philippot... Attendez, vous avez dit la conduite ou l'inconduite du Front National? S'il s'agissait de livrer le Front National aux velléités de monsieur Philippot, à ce moment-là, il y a quand même lieu de s'inquiéter, de se demander ce qui la distingue et ce qui distinguera le Front National de ses adversaires. Alain Escada, il vous reste 1 minute pour nous dire comment on fait pour s'inscrire à Civitas, parti politique français. Quelle est l'adresse postale ? Alors, l'adresse postale, 17 rue des Chasseurs, 95 100 Argenteuil. 17 rue des Chasseurs... 95 100 Argenteuil. Alors, je suppose qu'on peut aller aussi sur le site, qui est www.civitas.fr, c'est ça ? Non, www.civitas-institut.com. Et là, vous aurez la possibilité d'adhérer en ligne. Voilà, donc
www.civitas-institut.com ou bien 17 rue des Chasseurs, 95 100 Argenteuil. Vous n'avez pas de numéro de téléphone, non? Par hasard? 01 34 11 16 94. 01 34 11 16 94. 01 34 11 16 94. Vous avez tout, chers auditeurs, si vous voulez vous inscrire chez les théocrates chrétiens. Non? Vous n'acceptez pas les Nous ne sommes pas des théocrates. Ah là là. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ce mouvement excellent à beaucoup d'égards, qui est bien, à mes yeux, bien orienté. En tout cas, très bien orienté. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Nathalie, diffusé en direct lundi 22 août 2016